On est ici dans une emprise autoroutière typique du Québec. On est ici à Laval. Donc, un des partenaires, c'est la Ville de Laval, mais c'est aussi le ministère des Transports. Et l'objectif, c'est de trouver des façons d'augmenter notre efficacité à établir des arbres dans ces contextes-là pour notamment réduire les températures en milieu urbain parce que les emprises d'autoroute, on en a beaucoup et de façon générale, elles sont très souvent libres d'arbres, elles sont tondues. Dans la première partie, c'est important pour des questions de sécurité, mais dans l'ensemble, dans une grande partie, ce n'est pas nécessaire et ça contribue aux îlots de chaleur. Et donc, ici, on essaie donc de développer des techniques pour arriver à établir des arbres pour justement fournir des services écosystémiques, notamment la réduction des températures. On est dans un environnement particulier qui demande des techniques particulières. Évidemment qu'on s'inspire de techniques qui ont été développées dans la grande forêt publique, dans la forêt privée, etc. Mais il faut adapter ces méthodes-là à un contexte qui est particulier. Ce qu'on a ici, c'est, à part le bruit qu'on entend bien, on perçoit bien qu'on est dans un contexte d'autoroute. On a aussi beaucoup de vent. On a des sols qui sont très particuliers, qui sont habituellement en fait des remblais, des déchets de construction qui sont accumulés ici, qui ne sont pas nécessairement particulièrement favorables à la croissance. On a aussi évidemment des embruns salins, donc qui viennent des selles de déglaçage autoroutiers. Donc on a des défis importants. Potentiellement, les coûts peuvent être importants pour établir des arbres, donc on essaie de développer des méthodes qui vont nous permettre d'atteindre des standards de qualité en termes d'établissement, de survie et de croissance, mais tout en limitant les coûts. Pourquoi limiter les coûts? Parce que l'enjeu, c'est qu'il y en a des kilomètres et des kilomètres à couvrir. Si on veut arriver à développer suffisamment de surface bien boisée pour fournir des services, bien, il faut qu'on travaille à réduire les coûts pour qu'on puisse y arriver à en planter suffisamment. Est-ce que ça fait partie de votre objectif aussi, de voir les espèces les plus adaptées à ce genre d'environnement? Tout à fait. Donc, on peut penser que c'est connu. Il y a certaines choses qui sont connues. De façon générale, en forêt urbaine, on pense qu'on a suffisamment de connaissances sur quelles plantes sont tolérantes, par exemple, au sel. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de données qui supportent ça. Et je dis, par exemple, très souvent qu'il y a une espèce de légende urbaine, pour faire un jeu de mots, parce que c'est là qu'on est en milieu urbain, qui dit que les conifères, par exemple, survivent très mal près des autoroutes à cause des embruns salins. Pourtant, quiconque a une voiture et se promène notamment à Laval a bien vu qu'il y a des endroits où il y a eu des plantations d'épinettes qui fonctionnent merveilleusement bien. Donc, il faut qu'on développe les connaissances par rapport à ça. Donc ici, on a un grand nombre d'espèces qui sont testées, mais ce qu'on a aussi, c'est 4 façons différentes de les planter qui varient en intensité et donc évidemment en coût au niveau de la préparation de terrain. Ça a un impact sur le coût, comme je viens de le dire, ça a un impact aussi évidemment opérationnel parce que excaver du sol, bien, il faut le sortir d'ici. On est dans un contexte particulier, ça coûte cher, ça pose des problèmes logistiques aussi. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on a travaillé. Pourquoi on a choisi de planter des arbres, pas se limiter à des arbustes ou même un couvert un peu comme ça d'herbacées? Oui, en fait, des arbustes, on en a. On en a plus près des voies. Pour des questions de sécurité, pour des questions d'esthétisme aussi, pour qu'il y ait une espèce de gradient. Donc, les premières plantations vont souvent être des arbustes. Ils sont aussi, pas toujours, mais souvent plus résistants au vent, aux embruns salins, etc. Donc, ces plantations-là d'arbustes vont servir notamment à protéger aussi les arbres qui sont derrière pour bloquer le vent, pour bloquer les embruns salins. Donc, oui, on les utilise. Les arbres, pourquoi? Parce que c'est de loin ceux qui vont nous offrir la plus grande surface foliaire par unité de surface sur le terrain et donc la plus grande production de services écosystémiques, notamment l'abaissement des températures. Donc, l'abaissement des températures d'une prairie tondue comme ça, c'est mieux que l'asphalte qui est à côté, mais c'est beaucoup moins bien qu'une forêt relativement dense, ce qui est l'objectif ici.
derrière moi, ce qu'on a, c'est en fait le traitement qui est habituellement recommandé, donc qui est le plus intense, qui est aussi le plus coûteux. Donc, on procède d'abord par l'excavation d'une assez bonne quantité de sol, réputé non propice à la croissance des arbres, qui est remplacé par un excellent sol. Et par-dessus ça, on ajoute un bois raméal fragmenté, BRF, qui va limiter la croissance de la compétition herbacée. Et ensuite, on vient planter les arbres. Et ça, c'est un peu notre témoin de ce qu'on pense ou qu'on pensait qui était nécessaire à la croissance des arbres, à l'établissement des arbres en contexte autoroutier, mais ça coûte relativement cher. Donc, les autres traitements qu'on a ici sont tous de moindre intensité, avec un coût moindre, et pour l'instant, un succès qui est tout à fait comparable. Ici, on a essentiellement la même chose, sauf la première partie qui est celle qui coûte notamment le plus cher et qui est la plus intensive en main-d'œuvre et en outillage, en équipement. C'est la première partie où on excavait et on tamisait et on remettait en place. Ici, on n'a pas fait ça. On a procédé directement sur le sol avec l'ajout d'un sol horticole plus le bois raméal fragmenté et ensuite on a planté. Donc déjà, on a quand même une diminution importante en termes d'efforts pour des résultats qui, pour l'instant, en tout cas, nous apparaissent aussi bons que le premier. Ici, donc, on a notre option low cost, à faible coût. Donc, c'est l'option qui est potentiellement la moins dispendieuse et puis qui est un peu notre témoin sur lequel on fonde beaucoup d'espoir que ça pourrait fonctionner relativement bien, peut-être avec un taux de succès un peu moindre, mais qui soit quand même satisfaisant. Donc ici, pas d'excavation, on n'a pas besoin de tamiser un sol puis de le remettre en place. On n'a même pas procédé à l'installation d'une couche de sol organique qui est en fait dans les deux autres traitements un produit local qui est issu, c'est du compostage en fait, issu de la collecte citoyenne. La seule chose qu'on ajoute ici, c'est une bonne couche de bois raméal fragmenté qui lui aussi est produit par les municipalités. En fait, ce sont les déchiquetages des arbres issus des élagages qui sont faits par la municipalité. Donc ici, c'est tout ce qu'on met. Direct après une tonte, évidemment, directement au sol, on installe une bonne couche de bois raméal fragmenté pour limiter la compétition et on procède directement à la plantation. Ici, on a quelque chose de particulier qui est inspiré en fait de ce qui se fait de plus en plus en forêt publique pour les plantations de peupliers hybrides en mode intensif. Donc, on appelle ça des buttes. Mais en gros, ce qu'on vient faire, c'est augmenter le taux de survie en diminuant la compétition herbacée et en augmentant les températures, donc en augmentant la croissance. Donc tous les jours, la période de croissance commence un petit peu plus tôt, mais surtout au printemps, elle commence plus tôt et elle va durer plus longtemps dans l'été parce qu'on a une augmentation légère, mais quand même perceptible des températures dans le sol. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, je suis présentement dans la partie qui a été excavée avec une pelle excavatrice. On le voit quand même assez bien encore. On voit la découpe ici dans la tourbe. Alors le volume qui est ici est retourné et il est placé ici en sandwich avec évidemment la tourbe qui était déjà là, donc qui se retrouve en double épaisseur pour former la butte. C'est important parce que la compétition, on veut qu'elle soit en dessous, prise en sandwich. Et donc, les plants qu'on va mettre ont accès à ce compost-là qui va se former, à ce sol riche-là, parce que le sol le plus riche est toujours en surface, mais on a éliminé la compétition et on vient planter le long de ces andins ou de ces buttes-là pour augmenter la probabilité de succès. Ici, parce qu'on veut aussi augmenter la quantité d'arbres tout court, puis on s'est dit, on va en profiter pour reboiser aussi dans la partie qui a été excavée, parce que justement, on a enlevé la compétition. Potentiellement un sol moins riche, des conditions plus difficiles, mais on verra. Pour l'instant, les arbres survivent et semblent bien fonctionner ici aussi. Et ça peut sembler compliqué avec la description que je viens d'en donner,
Mais une fois que la mécanique est faite et puis que l'opérateur de l'excavatrice est habitué, ça se fait rapidement, à faible coût. On n'apporte rien ou à peu près, sauf un pays comme dans les autres traitements, là, un BRF pour venir encore plus limiter la compétition. Donc, on fonde quand même un certain espoir dans cette méthode-là qui est totalement inspirée de la grande forêt publique qui n'a jamais été faite en contexte autoroutier, ça c'est certain. Donc 889, érable argenté, 465. Sur chaque méthode, il y a eu les mêmes espèces qui ont été plantées, que ce soit, il y avait 2 espèces de chênes, 2 espèces d'épinettes, un pin, il y avait du peuplier, de l'érable, qui ont été plantés dans chaque méthode. Puis sur chaque méthode, en fait, on a placé des parcelles permanentes dans lesquelles on va faire un suivi de la mortalité et de la croissance depuis la plantation qui a eu lieu au printemps 2020. En fait, on va suivre chaque espèce, chaque individu, la croissance, si finalement il survit ou pas à la plantation. Puis depuis ce moment-là, on a réalisé qu'entre chaque méthode, depuis la plantation, il n'y a pas une grande différence de mortalité entre chaque méthode, soit autour de 25% par méthode. Par exemple, c'est sûr qu'il y a des arbres qui survivent mieux que d'autres. Il y a des arbres qui ont eu plus de difficultés. Les pins ont eu plus de difficultés. Les chênes ont eu plus de difficultés par la prédation. Mais sinon, il y a d'autres espèces d'arbres qui ont eu plus de facilité. Les peupliers, les épinettes. Il y a aussi l'érable argenté qui a eu vraiment plus de facilité. Mais sinon, pour maintes et maintes raisons différentes, là, la mortalité est surtout due soit à la prédation des petits rongeurs ou sinon mauvais entretien des méthodes, que ce soit à cause de la chaleur, une canicule, une sécheresse. Donc, certains arbres ont eu plus de difficultés à survivre à la plantation. C'est sûr qu'avec le suivi, là, il peut y avoir des changements pour des résultats à moyen et à long terme. Oui, bien sûr. On voit que dans les placettes, la plantation est quand même très dense. Donc, c'est sûr qu'à très long terme, il va y avoir une diminution du nombre d'individus présents sur les sites. Mais par contre, avec 1 an et demi de croissance, pour l'instant, mettons, on est dans la 2e année de croissance, on voit qu'il y a eu, c'est ça, le 25% de mortalité. Mais dans les années qui vont suivre, la croissance va augmenter. Mais on sait que c'est dans les années à court terme que c'est, je dirais, crucial pour ce qui est de la survie des arbres, voir le succès de la méthode aussi au niveau de la réussite. Parce qu'après ça, une fois les arbres mieux installés, bien là, il va y avoir plus au niveau de la compétition et non plus au niveau de la méthode utilisée et de la survie de la plantation. Alors, Hugo, est-ce que tu peux nous dire ça sert à quoi ce dispositif que vous mettez au milieu des plantations? Oui. Donc, tantôt, on a parlé que dans le milieu autoroutier, il y avait des îlots de chaleur. Donc, on a fait les plantations pour réduire cette problématique-là. Mais à court terme, la plantation, il va peut-être avoir un effet inverse dû au paillis qui est mis sur les plantations. Il peut y avoir une augmentation des températures. Mais le but des transects, c'est en fait de savoir c'est quoi cet effet-là à court terme et éventuellement à long terme. Cette partie de projet-là, c'est en 2 volets. Donc, il y a le volet, oui, prise de température dans les sites même où il y a les plantations pour avoir l'effet direct des températures suite à la plantation. Mais il y a un autre projet qui est lié à ça, qui est fait sur des aménagements déjà présents sur les bretelles autoroutes où on cherche à savoir c'est quoi la variation de la température selon les différents aménagements pour, dans le futur, en fait, savoir comment faire les plantations pour qu'elles soient le plus efficaces possible pour réduire les températures des îlots de chaleur dans les milieux autoroutiers. Donc, c'est un peu, on veut essayer de voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer. Fait que pour l'instant, ici, les sondes qui sont ici, c'est pour voir la température à court terme, comment les plantations viennent influencer. Parce que ça reste quelque chose d'intéressant à savoir. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de la température juste à cause de la présence du paillis ou la tonte du gazon et d'autres effets comme ça. Les sondes, c'est une petite sonde qui est grosse comme ça, qui est placée dans les boucliers
Le bouclier, à quoi il sert, en fait, c'est que nous, on veut savoir la température de l'air ambiante et non la température qui est au soleil, en fait, parce qu'on sait que le soleil, ça va réchauffer l'air, la température. Donc, il y a un adhésif réfléchissant qui est sur le dessus pour réfléchir les rayons du soleil. Et les sondes sont placées à l'intérieur pour uniquement avoir la température de l'air ambiante et donc savoir exactement la température sans avoir l'influence des rayons du soleil. Les sondes qu'on a placées ici, ça va un peu en lien avec les plantations. Le but, c'est qu'on veut savoir quelles caractéristiques d'un aménagement arbustif va réduire davantage la température. Donc, on a des sondes, des lignes de sondes placées comme ça sur plusieurs sites dans la ville en ce moment, dans le cadre de mon projet de maîtrise, qui cherchent à aller voir différents aménagements selon les caractéristiques, que ce soit la diversité, que ce soit la structure verticale, donc la forme de la canopée. Puis on veut voir c'est quoi la variation de la température selon la distance avec l'aménagement et le bord de la route. Donc, c'est un peu un but de savoir en avance qu'est-ce que les aménagements qui ont été faits, donc les plantations qu'on a vues sur l'autre site, vont pouvoir donner comme bénéfice, en fait, en la réduction de la température des îlots de chaleur, et ça sur le bord des routes. Pour l'instant, on n'a pas de résultats parce qu'en fait, c'est la première été qu'on place les sondes de cette façon en ce moment. On l'a fait l'été dernier pour avoir des informations selon la distance de l'aménagement, la diminution de la température, mais pas de cette façon-ci proche de l'autoroute. Là, en fait, on veut vérifier à quel point la température de la route va diminuer lorsqu'on s'approche de l'aménagement, selon les différentes caractéristiques de l'aménagement, comme j'ai dit, que ce soit la forme de la canopée, que ce soit la diversité ou finalement la densité des arbres présents.